Il va contourner. Non, soyez patient, on calme. Thierry, des mouchoirs, maximum. S'il y en a qui ont des mouchoirs dans leur sac ménage, n'hésitez pas à venir. Justement, les non, non, pourquoi on ne le voit pas? Il y a quelqu'un qui on a encore quelques minutes pour ceux qui ont des photos à faire. N'hésitez pas à venir ici et à faire des photos. On va pas voir ça.
C'est bon avec les photos? Non, pas encore, une minute encore. Richard, vas-y, fais la photo. Les gens, c'est un peu de visage. Faut qu'on y aille parce qu'ils ont un avion. Bon, oui, regagnez vos places, s'il vous plaît, on va commencer. C'est bon, tous les dictaphones sont sur la table. Ok. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons un exercice particulier auquel nous allons nous livrer. C'est un peu une tradition dans la maison. En tout cas, depuis le jour mémorable du 26 janvier 2019 et le jour suivant, un jour plus tard, le 28, le jour funeste où le président élu en dehors de toute faute électorale dans ce pays l'année dernière a été arrêté en compagnie de ses alliés et puis dans la foulée aussi de nombreux cadres du parti et de sympathisants. Alors, le procès, si on peut l'appeler ainsi, ultra politisé et politique, qui s'est ouvert sur cette base-là, a abouti à la formation, la fameuse chaise dont je parlais a abouti à la formation d'un collectif d'avocats. Un collectif d'avocats coordonné par Maître Sylvain Soir et dont les travées sont brillamment garnis, en tout cas les comparutions dans le cadre des audiences qui ont jusqu'à présent été l'ont montré, et dont aussi, parmi les travées, dans les travées de ce collectif d'avocats, il y a des avocats de renommée internationale qui ont prêté leur service collectif et qui, à l'occasion de l'actualité récente, ont voulu venir sur le terrain, eux aussi, et toucher du doigt ce que certains prennent pour une histoire abracadabrantesque, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, ce qui va se passer tout à l'heure, c'est un exercice simple, c'est que le coordonnateur de la défense, c'est-à-dire Maître Sylvain Soir, qui, comme vous le voyez, est entouré par Maître Sim Emmanuel, qui est aussi un des vice-présidents nationaux de l'NRC, qui lui, Maître Sim Emmanuel, a à sa droite Maître Méli, qui, pour ceux qui s'intéressent un peu aux questions de droit chez nous, a une particularité, c'est sa sensibilité aux questions de droit humain en particulier. Il y a aussi, à la gauche de Maître Soir, Maître Dupont-Moretti et son associé, Maître B, qui sont au pays depuis quelques heures et qui sont dans une série de journées marathon. Alors, ils vont prendre un vol dans quelques heures et on va essayer d'être le plus rapide possible et le plus concis et bref possible. Je vais donc passer la parole sans plus attendre à Maître Sylvain Soir pour que les activités commencent. Il y aura quelques propos liminaires qui seront faits et ensuite on passera directement à la question, à la phase de questions-réponses. Je crois que ça nous convient à tous. Bien. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord, au nom du collectif, au nom des avocats ici présents, vous présenter nos excuses pour le début tardif de cette conférence de presse qui initialement était prévue à 10 h. Compte tenu de la charge de travail, nous n'avons pas pu, malgré nos bonnes volontés, pouvoir la commencer à 10 h. Donc, simplement, nous présentons nos excuses. Deuxièmement, je voudrais remercier la librairie du peuple noir, ici représentée par Mme Mongo-Betty, notre partenaire, pour son hospitalité. C'est elle qui nous permet aujourd'hui de tenir cette conférence de presse dans la salle de conférence de cette librairie. Merci beaucoup, madame. Et ensuite, vous dire que la conférence d'aujourd'hui est une conférence d'avocats, une conférence technique. Donc, pour situer l'opinion publique nationale et internationale sur, j'allais dire,
la situation du dossier, et ensuite pour dire, surtout de la part de notre confrère Moretti, quel est son sentiment, hein, si on peut s'exprimer ainsi sur ce dossier. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le collectif représenté à Yaoundé, c'est-à-dire au Cameroun, qui depuis le 28 janvier 2019 jusqu'à ce jour a œuvré sans fatigue, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté pour défendre les 203 personnes impliquées dans ce dossier. Vous savez également que parmi ces 203, 204 avec Maître Ndoki désormais, que parmi ces 204 personnes, nous avons des gens qui n'avaient rien à voir, par exemple, avec le MRC, je veux dire ainsi. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour vous présenter cette équipe du collectif qui est là. Je peux en oublier quelques-uns des noms, mais des visus, je voudrais les appeler. Il y a Maître Sim Emmanuel, qui est à ma droite, hein, qui est membre du collectif, dont l'expérience en matière de droits humains n'est plus à démontrer. Maître Méli Tiakwan, tout le monde se souvient du procès Vanessa Tchatchou, et les autres procès. Donc, lui, c'est un baroudeur. Donc, lorsqu'on l'a avec soi, on peut dormir tranquille. Ensuite, Maître Tematé, tu peux te lever pour qu'on te voit, Maître Tematé, avocat à Yaoundé. Maître Chenjou, Emmanuel Serge, ou Serge Emmanuel, Serge Emmanuel parce qu'il aime bien la précision, avocat à Yaoundé. Maître Bobda Noumedem, avocat également à Yaoundé. Maître Bambia, qui est avocat à Yaoundé également. Maître Tudjo, Christophe, avocat à Yaoundé. Ma jeune consoeur, Maître Lina Koloko, la cheville ouvrière du secrétariat technique. Maître Dodé, oui, c'est ça? Voilà, qui est également avocat à Yaoundé. Maître Téné, hein, tout le monde a apprécié sa brillante plaidoirie l'autre jour au tribunal de première instance, avocat à Yaoundé. Maître Tegia, qui est avocat stagiaire à Yaoundé. Maître Wam, hein, qui est avocat à Douala. Hein. Maître Komné Dorcas, hein, donc l'Amazon, l'une des Amazones du globe. Maître Jodo Crépin, qui est là également. Maître Menkem Soter, qui est là également. Je pense que je n'ai oublié personne. Est-ce qu'il y a un avocat présent? Voilà, ceux qui c'est ça, il s'agit là des avocats présents. En dehors d'eux, nous avons également des avocats, d'autres avocats comme le bâtonnier Yekanga, Maître Assira, l'autre, qui également fait partie du collectif, Maître Sarah Biégué, le bâtonnier Yondo Black, également fait partie du collectif qu'on a vu dernièrement avec nous dans l'expérience Corpus. Maître Gefa Augustin, Maître Tchalé, Maître Yolang Gominyogo, ils sont nombreux, mais je ne voudrais pas vous laisser sans vous dire que nos confrères qui viennent de Paris, Maître Dupont-Moretti, que vous connaissez très bien, et son associé Maître V, qui font partie du collectif également, sauf qu'ils opèrent hors des frontières du Cameroun. Donc nous leur souhaitons la bienvenue, en espérant que lors des questions-réponses, je sais qu'il y aura beaucoup de questions qui seront posées, on aura suffisamment de force hein, pour répondre à cela. Mais à côté d'eux également, il y a un autre groupe d'avocats qui travaillent également à l'extérieur, composé de Maître Brabant, Maître Bourdon, Maître Pejman et Maître le bâtonnier Brunazel. Donc ils font également partie du collectif. Je ne vous cite pas également les avocats américains hein, ou canadiens qui font partie du collectif. Bon, c'est pratiquement le monde entier qui s'occupe de ce dossier. Beaucoup d'avocats sont impliqués. Je ne voudrais pas citer les universitaires, hein, c'est-à-dire les enseignants de droit, collègues du professeur Kanto, qui également font partie, qui apportent leur contribution ou leur grande contribution à la défense des 204 personnes. Le collectif est constitué pour les 204 personnes impliquées dans le dossier. Voilà. Donc sans plus tarder, je ne voudrais pas davantage monopoliser la parole. Je vais passer la parole donc à mon confrère, mon estimé confrère Maître Dupont-Moretti, qui va donc vous entretenir sur le ressenti par rapport au dossier. Et ensuite, la parole sera donnée à Maître V, son associé, pour l'aspect technique, hein, pour les actions envisagées ou envisageables.
que nous pourrions avoir dans le cadre de ce procès. Maître Moretti, mon frère, vous avez la parole. Merci. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est un honneur pour Antoine Wey et pour moi d'être ici au Cameroun, aux côtés de nos confrères. Les kilomètres, les océans, les montagnes, les déserts ne nous empêchent pas d'avoir une vision commune de la liberté. J'allais dire des libertés, qu'il s'agisse de la liberté individuelle ou des libertés publiques. J'ai pu lire ça et là qu'il pourrait au conditionnel s'agir d'une ingérence, puisque nous sommes français. Nous ne sommes pas des militants politiques, nous ne sommes pas des représentants consulaires, nous ne sommes pas une autorité secrète, quelle qu'elle soit, nous sommes deux avocats qui sont honorés qu'on leur ait demandé d'intervenir dans ce dossier. Il y a, vous le savez, une procédure camerouno-camerounaise, et il y aura peut-être une procédure camerouno-genevoise, camerouno-française. Bref, le Cameroun n'est pas isolé dans le monde, il a ratifié une convention qui est notamment la Convention des droits civils et politiques, dite Convention de New York. Et ces traités, évidemment, engagent votre pays d'un point de vue juridique et d'un point de vue judiciaire. Voilà pourquoi nous sommes ici. Quel est le premier constat que nous faisons? Nous avons d'abord rencontré nos clients à la maison d'arrêt. Je dois dire que les choses ont été assez simples, à la fois pour l'obtention d'un visa, il faut le dire parce que c'est vrai, et à la fois pour pénétrer à la maison d'arrêt. Un peu plus simple hier qu'aujourd'hui, mais enfin, nous avons pu voir nos clients. Parmi eux, le professeur Canto. Il redit ici, par ma voix, qu'il est tout à fait prêt à discuter avec le président Paul Biya. Il a une formule que je vais reprendre à mon compte, qui est explicite et qui dit beaucoup de choses. Il dit « Quelqu'un qui revendique sa victoire peut discuter avec celui qui la conteste ». Est-ce que ce message sera entendu? Il est parfaitement possible qu'une rencontre soit organisée. C'était presque naturel dans la bouche du professeur tout à l'heure. Il disait « Mais j'ai été ministre de Paul Biya, j'ai déjà conversé avec lui. Je souhaite pouvoir discuter avec lui, les yeux dans les yeux, et lui dire un certain nombre de choses et entendre ce qu'il a à me dire. » Nous, on n'est pas venus ici pour mettre de l'huile sur le feu, vous l'entendez bien, vous le comprenez bien. On veut apaiser une situation qui est une situation ubuesque et qui peut se régler avec un peu de bonne volonté. Quel est le premier constat qu'on peut faire tous ensemble, de façon très objective, sans polémique? Le premier constat, c'est que 3 des leaders importants de l'opposition sont détenus. Le professeur Canto, bien sûr, M. Zongang et M. Paul-Éric Kingé. Si j'ose dire, l'opposition est un peu décapitée. Alors, quand on rentre dans le détail de la procédure, on se rend compte qu'on reproche essentiellement aux uns et aux autres, mais on leur reproche gravement au point qu'ils encourent la peine capitale. Ça n'est tout de même pas rien. D'abord une marche, qui est une marche pacifique. Je ne veux pas faire de comparaison hasardeuse, mais nous avons en France les gilets jaunes. En Algérie aussi, dans tant d'autres pays. Alors, je ne sais pas si cette marche était autorisée, mais il semblerait qu'aucune marche ne soit autorisée quand elle émane de l'opposition. Ça n'est pas mon problème, c'est une chose qui a été évoquée hier. Donc voilà cette marche pacifique. Mais il y a des gens qui ont été interpellés qui n'étaient pas dans la marche, qui encourent aussi la peine de mort, d'où le caractère saugrenu, singulier, ubuesque des poursuites. Je pense en particulier à Paul-Éric Kingé, il n'est pas dans la marche, tout le monde le sait. Et il se voit reprocher, lui, le fait d'avoir en quelque sorte rappelé à l'État camerounais qu'il avait une créance tenant à une détention arbitraire, judiciairement avérée aujourd'hui. Et la seule réponse à cette doléance légitime, ça n'est pas le paiement de la créance, mais c'est une nouvelle incarcération.
arbitraire, peut-être comme la précédente, les juges le diront. D'ailleurs, à propos, nous avons rencontré les magistrats. Nous avons d'abord rencontré le commissaire du gouvernement, qui est au tribunal militaire l'équivalent du procureur. Il était assez surpris de nous voir, à vrai dire, et il nous a dit qu'il ne connaissait rien du dossier. Il nous a dit qu'il fallait rencontrer le juge d'instruction. Mais il a précisé que le juge d'instruction n'était pas là. Alors on lui a quand même rappelé qu'il avait été saisi d'une requête, je vous en parlerai dans un instant, sur la question de compétence, qu'il avait requis, qu'il était intervenu dans le cadre de la procédure. Je pense même qu'il était présent quand le professeur a été entendu par le juge d'instruction. Il nous a dit, non, vous voyez ça avec le juge d'instruction, mais il est absent. Et il s'avère qu'en sortant, le hasard est malicieux, il fait parfois bien les choses, nous avons rencontré le juge d'instruction. Alors le juge d'instruction nous a dit, mais moi, j'attends pour trancher ma compétence, parce que c'est l'un des problèmes. C'est un problème important, des requêtes ont été déposées par mes confrères camerounais. La question, c'est de savoir pourquoi c'est un tribunal militaire qui se charge de ce dossier. Alors que les détenus ne sont pas des militaires, ce sont des civils. Alors qu'il existe un certain nombre de textes que vous devez connaître, vous les journalistes, bien mieux que l'avocat français que je suis. Alors le juge a dit, mais moi, je vais trancher ma compétence à la fin de la procédure. Et alors à un moment, on lui a dit, mais vous pourriez quand même envisager la mise en liberté. Il a répondu, mais comment vous me demandez la mise en liberté alors que vous dites que je suis incompétent? Alors on lui a dit, mais vous étiez quand même compétent pour les mettre en détention. Vous pouvez retrouver votre compétence pour les libérer. Et là, on a eu des explications plutôt vagues, à vrai dire, insatisfaisantes. Je vous indique tout de suite, ce sera la fin de mon propos, qu'on va redéposer très rapidement une demande de mise en liberté. Bon, les questions qui se posent en droit, et là cet objectif, c'est pas polémique, c'est pas insultant, que l'on soit de tel ou tel parti, de telle ou telle obédience politique, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Les problèmes qui se posent, c'est premièrement la question de la compétence, deuxièmement, la question du caractère arbitraire de la détention. Vous avez un code de procédure pénale, il y a des textes, il y a des règles. J'affirme, je suis en mesure d'affirmer à l'instant que la garde à vue, par exemple, est totalement illégale. Elle est totalement arbitraire. Et alors, il y a quand même des choses, vous voyez, quand on entend les uns et les autres, on ne peut, quand on est avocat, qu'être un peu interpellé. Il y a par exemple notre consoeur Michel Sonia qui explique qu'elle a été blessée par balle. Alors il y a toute une polémique qui est née de cela, puisque d'aucuns ont dit mais il s'agit d'armes de guerre, d'autres ont dit mais non, pas du tout. Il s'agit en réalité d'armes qui ne sont pas des armes de guerre, mais qui sont des armes dangereuses. Et le hasard des choses, là encore, est curieux. Il s'avère qu'on a en France en ce moment, là, tout de suite, exactement la même discussion pour le flashball. Les opticiens, vous l'avez vu, se sont réunis pour demander un moratoire sur l'utilisation de ces armes par la police en disant qu'elles pouvaient être dangereuses. Mais ce que nous avons entendu hier nous a laissé sans voix parce que le juge d'instruction a dit mais tout ça c'est un simulacre. Elle a simulé, elle n'a jamais été blessée. On a même entendu qu'elle aurait été maquillée par un maquilleur. Alors on a des vidéos, elles circulent. J'appelle les uns et les autres à retourner les voir. On voit très clairement des trous dans la chair. Elle a été très gravement blessée et ça, nous pouvons en attester. Voilà. Alors ensuite, peu importe avec quel type d'arme, ça n'est pas des armes de guerre à l'évidence, ça n'est pas de la mitraille métallique, mais ce sont des armes susceptibles de blesser, de faire très mal. Ça, c'est une certitude. Il y a aussi la situation de Célestin, qui aussi a été blessé dans des conditions sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. Et regardez, il y a dans tous ces détenus un symbole, qui est un symbole fort. Il y a toujours un symbole quand la liberté est entravée. Vous avez un chanteur qui est en prison et qui encourt aujourd'hui la peine de mort dans votre merveilleux pays, parce qu'il a marché, parce qu'il a chanté. Le chant de la liberté, peut-être, j'en sais rien. Mais quand même, ça doit nous interpeller. Et je ne pense pas, moi, que l'on puisse perdurer dans cette situation. C'est pour ça qu'on ne vient pas ici dans un esprit polémique, dans un esprit vengeur, dans un esprit vindicatif. On en appelle à la sagesse du pouvoir, pour qu'on trouve une solution rapidement. Il n'est pas normal que ces hommes soient détenus, ces hommes, ces femmes, soient détenus dans ces conditions. Je veux aussi vous dire, parce que ça c'est une réalité, que
leur garde à vue, je l'ai déjà dit, est illégale, arbitraire, qu'ils ont été transportés pendant plus de 6 heures dans des conditions qui sont inhumaines et dégradantes. Pardon de vous le dire, comme des bestiaux. Les hommes étaient menottés, ils ont dit presque les larmes aux yeux hier qu'ils avaient été interdits d'uriner, que c'était impossible de le faire avec les menottes, et les femmes ont été traitées dans des conditions pires encore. Certaines d'entre elles avaient leurs règles, elles n'ont pas pu bénéficier du minimum d'hygiène en la matière. Ça, pardon de le dire, mais pour des avocats, quels qu'ils soient, partout dans le monde, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur appartenance politique, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Il y a, dans les choses qu'on reproche aux uns et aux autres, mais de façon différente, vous le savez, l'histoire de l'ambassade du Cameroun à Paris. Alors, nous allons voir si les autorités camerounaises ont déposé une plainte entre les mains du procureur de la République de Paris. Moi, j'attends la réponse. Parce que le parquet de Paris, s'il est saisi par l'ambassadeur, il met en banc l'action publique. Il y a des enquêteurs qui viennent et qui identifient les auteurs. Là, on n'a aucun nom, mais on dit le professeur Canto est complice par instigation du saccage de l'ambassade sans que l'on sache rien sur ce saccage, sur ce soi-disant saccage. Moi, je ne veux pas me prononcer, je n'en sais rien, je n'ai pas d'éléments, il faut rester prudent. Toujours est-il qu'une culpabilité, ça se démontre, et qu'une complicité par instigation, ça se démontre. Quand, comment, par quels moyens, à qui a-t-on demandé, pour quelles raisons, enfin, tout ça, ça doit faire l'objet d'une véritable réflexion. Alors, nous en sommes maintenant, si vous le voulez, à des procédures qui sont camerounaises. Moi, je ne peux pas intervenir, mais il s'avère que je suis accessoirement juriste, que je sais que vous avez ratifié des conventions internationales, que la Convention de New York garantit une forme de procès équitable, que lorsque l'on présente une requête pour évoquer la compétence ou l'incompétence, on doit avoir une réponse judiciaire qui est différente de celle que l'on nous a fournie hier. Je vous rappelle que le commissaire du gouvernement ne savait rien de cette affaire, et je vous rappelle que le juge d'instruction était censé être absent. Il semble d'ailleurs qu'on ait changé de juge d'instruction il y a peu de temps, pour des raisons qui m'échappent, mais peu importe. On doit avoir une réponse. Et les observateurs que vous êtes, mais quels qu'ils soient, je le dis, quels qu'ils soient, quelle que soit leur obédience, sont en mesure, doivent demander impérativement des réponses judiciaires. Parce que l'une des grandes garanties de la justice et de son impartialité, c'est son caractère public. Public. Il n'y a pas une démocratie qui se respecte où la justice n'est pas rendue publiquement, où des journalistes peuvent venir, où des avocats peuvent librement exercer les droits de la défense. Donc, soyez vigilants là-dessus aux réponses que l'on va apporter. Et on ne peut pas apporter de réponse favorable à une compétence militaire dans ce dossier-là. C'est clair. Donc c'est la raison pour laquelle moi je suis plein d'espérance en me disant que le pouvoir judiciaire, peut-être le pouvoir politique, va forcément réagir et ne va pas laisser perdurer une situation comme celle-là. Vous savez, le professeur Canto qu'on quitte, là, nous dit, mais moi je souhaite discuter, je souhaite... la porte n'est pas fermée, on n'est pas dans une crispation, mais il faut qu'on puisse valoir un certain nombre des droits qui sont les nôtres. Alors, je vais en terminer. Il y a donc cette procédure camerounaise, et puis il y a des procédures internationales à envisager. Il y a l'ONU, il y a l'Europe, il y a, vous le savez, l'Europe a déjà dit son petit mot sur cette affaire, et d'ailleurs il y a une réponse du gouvernement qui, en droit, mériterait d'être commentée, ce que je ne ferai pas ici, parce que je n'ai pas le temps de le faire, mais si on lit ce que préconise l'Europe et la réponse qui a été fournie, il y a franchement matière à discuter. Il y a ensuite un groupe de travail sur la détention arbitraire, vous savez que ça existe, et naturellement, nous n'hésitons pas à le saisir. Il y a aussi des procédures franco-françaises que l'on envisage, et sur lesquelles, moi, je souhaite vous dire que on envisage, pardon, le mot est un peu grandiloquent, une espèce de moratoire. On attend un peu, parce qu'on se dit, il n'est pas possible, au fond, que cette situation perdure. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Alors, nous souhaitons, nous, rencontrer la présidence pour évoquer cette situation complètement, franchement, clairement, et nous allons, dans les jours qui viennent, représenter une nouvelle demande de mise en liberté. Le juge d'instruction, qui ne veut pas
tous les cas à ce stade, maintenant, hier, pour être précis, envisager la liberté parce qu'il dit vous ne pouvez pas contester ma compétence et me demander de remettre en liberté, il peut d'abord changer d'avis, évidemment, et nous disons que ces hommes et ces femmes qui sont détenus ont tous et toutes des garanties de représentation. On peut d'ailleurs les soumettre, pourquoi pas, à un contrôle judiciaire. On peut leur interdire, pourquoi pas, en tous les cas dans un premier temps, de quitter le territoire national, le temps que les investigations soient conduites. C'est sûr. Bon, donc nous, on va attendre un tout petit peu pour voir comment se dénoue la situation ici. On va être en contact permanent avec nos confrères. Et puis, on va regarder ça de l'Europe avec nos yeux, avec beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention. Et on espère vraiment que les autorités judiciaires ou politiques retrouvent la voie de la sagesse et de l'apaisement. Voilà ce que, mesdames, messieurs, je souhaitais vous dire. Est-ce qu'Antoine a quelque chose à ajouter? Je voudrais pouvoir repréciser, d'abord, comme tout le monde l'a rappelé, l'état d'esprit dans laquelle se déroule notre venue, qui n'est pas un état d'esprit politique ni polémique, mais qui est un état d'esprit juridique. La raison d'être de cette venue a été de pouvoir rencontrer les personnes détenues et de pouvoir nous faire une opinion de la situation factuelle en vue d'envisager la possibilité de recours internationaux. Ce qui est important pour le rappeler au niveau de la presse, c'est justement quels sont ces outils internationaux, quelles sont ces libertés fondamentales auxquelles tous les Camerounais ont droit, puisque le Cameroun les a ratifiés et que le Cameroun entend, quelle que soit l'autorité politique qui le préside, faire honneur aux engagements internationaux qu'il a pris. Les deux séries de droits que nous souhaitons rappeler sont d'abord les droits qu'on appelle civils et politiques et qui concernent précisément le dossier en cours, qui sont la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté d'opinion. Et il est vrai qu'il est étrange que dans ce dossier, où ont été organisées des marches blanches, dans lesquelles on n'a pas constaté de violence, ou du moins dans lesquelles n'ont pas été constatés des appels à la violence, on aboutisse à une procédure camerounaise avec des charges qui sont punies de la peine de mort et qui sont actuellement investiguées par une compétence extraordinaire, militaire, tout à fait dérogatoire de ce qu'on appelle les droits civils, puisque les droits civils et politiques protègent les civils pour que chacun puisse avoir la possibilité de s'exprimer, de revendiquer ses opinions et de participer au débat public. Ces libertés fondamentales sont protégées par le pacte civil et politique de New York et ils seront évidemment ardemment défendus si la situation venait à ne pas progresser, à perdurer, voire même à empirer. Et la deuxième série de règles tout à fait importantes que nous souhaitions pouvoir évaluer concrètement, c'est les règles sur la détention arbitraire, pour évaluer si toutes les personnes qui sont détenues aujourd'hui le sont dans des conditions qui sont potentiellement légales ou illégales. Et la différence entre la liberté et la détention arbitraire est particulièrement importante pour toutes ces personnes, bien sûr les leaders d'opinion, mais aussi leur soutien, et aussi tout un lot de personnes que nous avons pu rencontrer qui n'ont absolument rien à voir avec les faits de près ou de loin et qui sont indubitablement aujourd'hui détenus d'une manière arbitraire. Mais pour les autres, il existe, et c'est là où nous voulions être précis pendant cette conférence de presse, des règles très précises qui disent que la détention de tout individu est arbitraire s'ils sont reconnus des atteintes aux normes au procès équitable et aux droits de leur défense, telles qui résultent de ce qu'on appelle en droit international les règles Nelson Mandela. Ces règles imposent que quelles que soient les charges qui pèsent contre quelqu'un, quel que soit son système de défense, il doit bénéficier de garanties minimales que nous sommes aujourd'hui d'ores et déjà en mesure d'évaluer. Et
un des messages que nous souhaitions donner dans ce que Maître Dupond-Moretti a appelé un moratoire, c'est de dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser le droit pour crisper davantage une situation politique qui pourrait se décrisper et donner lieu à la remise en liberté de ces gens qui sont aujourd'hui détenus dans des conditions très contestables, mais rappeler aussi que ces gens ont des droits qui sont tout à fait établis, et parmi ces droits existent des normes très simples que nous sommes d'ores et déjà en mesure d'évaluer. Il y en a principalement 4. Le fait qu'il est interdit pour un tribunal militaire de juger des civils, ce qui pose évidemment la question qui a été posée par le collectif d'avocats ici, de la compétence extraordinaire du tribunal militaire pour juger des civils. La deuxième chose, c'est le fait de pouvoir accorder à toute personne détenue l'accès aux soins et l'accès à la possibilité de se défendre efficacement. Évidemment, il existe une polémique totalement vaine quand on regarde les images sur la réalité des violences que certains détenus ont subies, puisqu'ils n'ont pas pu avoir accès à des expertises médicales, à la possibilité par leurs avocats de faire établir les blessures dont ils ont été victimes. Et donc, il nous apparaît que cette situation est tout à fait problématique, comme le fait de pouvoir à tout moment consulter des médecins. Évidemment, il se pose la question qui a été rappelée de manière technique, mais qui existe de manière très claire dans les règles internationales, de l'encadrement strict de la garde à vue de chacun et des mandats qui ont permis les perquisitions et les gardes à vue et sur lesquels semble exister, comme cela a été dénoncé plein de fois par les avocats qui se sont déjà présentés devant les juridictions et ceux qui ont encore à défendre devant le juge d'instruction que nous avons rencontré, une vraie question juridique parce qu'il semble que ces arrestations, ces perquisitions se sont déroulées en dehors du cadre interne. Donc, au regard de tous ces points, et sans vouloir être particulièrement technique, il semble que la situation pose une vraie difficulté au regard du droit international. Et l'enjeu de cette venue, l'enjeu de cette conférence de presse, c'était de signaler aux autorités politiques qu'ils interviennent de toute façon dans un cadre qui est juridique, que ce cadre n'a rien de polémique, il est défini depuis très longtemps, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est ratifié par le Cameroun depuis très longtemps, et il doit être mis en œuvre par le Cameroun pour protéger ce qu'on appelle les droits humains, les droits les plus fondamentaux, et les droits sur lesquels je pense que quels que soient ces idéaux politiques, quelles que soient ses appartenances, quelle que soit finalement sa source, on peut se retrouver et on doit, quel que soit son camp, être toujours en mesure de combattre pour ses droits et de les reconnaître et de les faire prévaloir. Voilà pourquoi nous envisagerons finalement cette série de recours qui sont les recours internationaux avec ce que Maître Dupond-Moretti a rappelé, la possibilité